Facto, le podcast, une production de Tama Media et soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie, dans le cadre d'un consortium avec La Voix de Moupti et Setanal Media. Facto, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Soyez les bienvenus sur ce premier épisode du podcast Facto, le podcast dédié à la lutte contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Au moins 2 fois dans le mois, et plus précisément le dimanche, on vous fera découvrir les outils qui vous aideront à démêler le vrai du faux lorsque vous douterez d'une info. Je m'appelle Cynthia Cabral et je serai votre présentatrice et journaliste fact-checkeuse. Et tout au long de l'émission, je vais discuter avec des experts sur la désinformation en Afrique et donner des exemples concrets d'affirmations trompeuses et parfois fausses qui ont été vérifiées. Pour ce premier épisode, on va faire un focus sur l'état de la désinformation en Afrique, l'évolution ces dernières années et les initiatives mises en place pour faire face aux fake news dans ce grand continent. Pour ça, dans l'épisode de cette semaine, on parlera à 2 experts. Tout d'abord, je vous présente Dieynaba Thiomban. Bonsoir Dieynaba. Bonsoir Cynthia. Merci beaucoup d'être là. Alors, Dieynaba Thiomban est une chercheuse sénégalaise qui travaille depuis juillet 2019 au sein d'Africa Check et c'est le premier organisme indépendant de vérification des faits du continent africain. Et donc, le travail de Dieynaba est principalement axé sur la vérification des faits sur Facebook. Je vous présente aussi notre deuxième invité et expert pour ce premier épisode, Sagaïdou Bilal. Bonsoir Sagaïdou. Oui, bonsoir Cynthia, bonsoir Zainaba. Merci beaucoup d'être là. Alors, Sagaïdou Bilal est rédacteur en chef adjoint et responsable fact-checking chez Tama. Donc, c'est quoi Tama? C'est tout simplement un nouveau média en ligne gratuit et indépendant, animé par un collectif de journalistes locaux, africains et de la diaspora. Donc, merci beaucoup à vous deux d'être là. Je rappelle qu'en fin d'épisode, vous retrouverez toujours, chers auditeurs, une astuce de la semaine qui vous aidera à éviter les pièges de la désinformation. Donc, restez jusqu'à la fin pour au moins avoir une petite astuce pour ne pas tomber dans ces pièges-là de la désinformation. Cet épisode-là, il est focalisé sur l'état de la désinformation en Afrique, l'évolution ces dernières années et les initiatives mises en place pour faire face aux fake news. Et donc, j'ai quelques questions pour nos 2 invités. Je vais commencer par Dieynaba. Dieynaba, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où vient le terme désinformation? Merci Cynthia. Alors, situer l'étymologie du terme désinformation et ce sera assez complexe parce que les chercheurs situent un peu l'apparition du terme au milieu du 21e siècle, mais le concept en soi existe depuis plusieurs années. Déjà, il y a certains chercheurs qui pensent qui disent quand même que tout est parti de l'histoire du cheval de Troie. Euh, Lorsque les Grecs voulaient entrer à Troie, ils ont construit un cheval dans lequel il y a certains soldats qui sont entrés à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés dans la ville de Troie. Donc, on dit que l'histoire de la désinformation peut être commencée là-bas jusqu'à Internet aujourd'hui. Alors, comme on peut le voir, désinformation est un mot composé où on peut voir le préfixe des et information. On peut dire oui, la définition mot par mot, c'est la fin d'une information ou bien la cessation d'une information. Dit comme ça ça ne peut pas dire grand-chose, ça peut être assez abstrait, mais dans le fond, la désinformation, c'est pas forcément une fin de l'information. C'est une information qui est là, mais cette information, elle est trompeuse, fausse et se base parfois sur des faits, pour la plupart du temps, des faits qui existent. Et cette désinformation, elle est faite sciemment. La personne qui fait de la désinformation, elle l'a fait sciemment, elle fait ça consciencieusement dans le but de tromper ou manipuler l'opinion. Voilà un peu ce que je peux dire sur l'origine du terme désinformation.
Eh bien, merci beaucoup Dieynaba. J'étais pas au courant de justement le fait de faire sciemment, ces désinformations-là. Parce que parfois quand on parle de désinformation, on peut penser aussi aux rumeurs, mais on n'est pas toujours conscient qu'on propage une rumeur. Parfois, il y a des histoires un peu drôles ou voilà, que les gens ils aiment raconter par-ci par-là. Mais ils sont pas forcément conscients. Mais, la désinformation justement, ça montre que les gens, ils sont conscients, de ça et ils savent que ça peut, avoir des conséquences parfois très graves. Donc merci beaucoup pour, cette définition-là, Dieynaba. J'aimerais demander à Sagaïdou, sous quelle forme peut-on retrouver, la désinformation en Afrique? Bon, et comme l'a dit Dienabou, bon, en ce qui concerne l'historique, c'est un peu long et puis assez complexe, euh, surtout parce que le fait de la désinformation, on peut dire que ça a toujours existé. C'est aussi vieux que le monde, en quelque sorte. Mais maintenant, en ce qui concerne le continent africain, il y a une autre particularité qui est d'abord liée à l'histoire même des sociétés africaines et tout ce qu'ils ont connu avant la colonisation, pendant la colonisation et pendant la période de décolonisation et la période de la guerre froide, les influences extérieures et au niveau même des dynamiques locales en Afrique. Donc, on peut dire, mais moi, en ce qui concerne l'Afrique, en premier lieu, je mettrais en avant la forme de bouche à bouche, l'oral. Nous sommes un continent fondamentalement ancré dans l'oralité, même s'il y a des débats à ce niveau jusqu'à ce jour, et qu'il y ait d'autres sources écrites, notamment arabes ou bien égyptiennes, sur la question. Maintenant, ça, c'est un autre aspect. Cela veut dire que ce n'est pas forcément en ligne ou bien dans les médias, ça peut se faire, ce qui se fait en dehors de ce qui se passe en ligne et dans les médias, peut-être dans le lieu des rencontres, à la famille, au niveau des grains. Et on peut trouver la désinformation aussi au niveau des, bon, en quelque sorte, entre guillemets, les récits nationaux. C'est les discours au niveau des États. Ça aussi, on peut trouver la désinformation à ce niveau. Je prends juste un exemple au début des années 1960, 50, 60, période des indépendances, disons des premières indépendances en Afrique. Et il y avait une tendance qui consistait en quelque sorte à réhabiliter l'image de l'homme noir. Et dans cette perspective, il y a un récit qui est là. Donc, ça constituait comme un récit national. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a dans les esprits des citoyens, il y a ces points-là, cet aspect-là qui existe. Bon, il y a également le phénomène, je dirais, là, l'essor fulgurant de l'Internet et des médias sociaux en Afrique. Ça a également contribué à accroître fondamentalement le phénomène de la désinformation. Mais cela ne veut pas dire que la désinformation est apparue avec l'arrivée en quelque sorte de l'Internet et des réseaux sociaux. Bon, il y a plusieurs formes. Il y a, bon, on peut dire le rumeur, comment les satires. Il y a même dans les médias, on en trouve. Il y a aussi un autre point, peut-être le dernier pour ne pas être assez long, qui est les influences extérieures. Et ça, je vous apprends rien là-dessus. Le continent fait l'objet de convoitises extérieures, surtout des grandes puissances depuis longtemps, de la période coloniale jusqu'à nos jours. Peut-être il y a un certain niveau d'évolution et des pratiques qui ont évolué. Voilà. Très bien, merci beaucoup Sagaïdou en tout cas
pour cette explication-là des formes, enfin, sous quelle forme est-ce qu'on peut retrouver la désinformation en Afrique. Et c'est vrai, tu as rappelé aussi les faits historiques et tout. Donc, par exemple, période de décolonisation où justement beaucoup de pays africains ont commencé à se construire. Donc, il y a les récits familiaux, mais il y a aussi les récits étatiques, quoi. Donc, on voit que la désinformation, elle peut ne pas venir seulement, on va dire, de personnes, de citoyens, mais aussi de grandes institutions. Et faut aussi rappeler les influences extérieures, ou même internationales. C'est vrai que les réseaux sociaux, justement, c'est un point que tu as rappelé, viennent, amplifier la désinformation. Et justement, par rapport à ça, Dina, toi qui travailles justement en fact-checking, donc fact-checking, pour ceux qui ne le savent pas en anglais, ça veut dire la vérification des faits. Dina, elle travaille surtout, sur la vérification des faits sur, le réseau social Facebook. Qu'est-ce que tu as à dire, justement par rapport à ça, en fait? Est-ce qu'il y a une amplification de la désinformation à cause des réseaux sociaux, Dieynaba? Avant de répondre à ta question, Cynthia, je voudrais juste revenir sur un point. Il y a des chercheurs qui ont l'habitude de dire oui, en Afrique, notre façon de recevoir une information, de colporter les lieux des rumeurs, cette façon que nous avons de colporter des informations de bouche à oreille, et de l'assimiler un peu à la désinformation, non, ça n'a rien à voir en fait. Il y a une façon qui est là et je peux dire que chez le public, on ne sent pas qu'il y a une désinformation. À l'entente de mon propos, j'ai dit que la désinformation, c'est lorsque la personne elle a l'intention de manipuler. Elle publie une information, mais elle sait que cette information elle est fausse. Elle la publie quand même dans l'intention de manipuler l'opinion et d'induire en erreur. Or, en Afrique, vous allez voir par exemple lors de la période COVID-19, la plupart des messages que nous recevions de nos tontons et de nos tatas sur WhatsApp, ces personnes-là pensaient bien faire. Elles ne savaient même pas qu'il y avait des risques derrière. C'est Oui, plus bien de la, sûr. c'est plus de la mésinformation qui est derrière ça. Et sur ce point-là, je suis d'accord. La culture africaine favorise la mésinformation parce que les gens n'ont pas tendance à aller vers l'information. Peut-être qu'au cours du débat, on pourra revenir sur ça. Alors, est-ce que les réseaux sociaux favorisent la désinformation? Ah ben oui, ça ne favorise pas, mais ça favorise, mais en plus, ça renforce déjà cette désinformation-là. Ça amplifie, voilà, c'est le terme que je cherchais. Les réseaux sociaux amplifient la désinformation. Déjà, cette désinformation, elle existait déjà, mais avec les nouvelles techniques de communication, notamment avec les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, TikTok, qu'on ne cite pas assez, à mon sens, YouTube, les plateformes numériques favorisent la diffusion massive de la désinformation. Et même ces plateformes numériques-là, comment leurs algorithmes sont présentés, pour avoir une visibilité, il faut publier, publier, publier. Certaines personnes qui gèrent certaines pages sur Facebook, pour capter de la publicité, ils sont obligés de publier énormément par jour, aller jusqu'à 20 publications par jour. Et ces pages-là qui créent du trafic vont attirer les annonceurs, ceux qui font de la publicité. Mais ça ne, c'est pas parce qu'ils publient beaucoup que tout ce qu'ils publient, c'est vrai en fait. Et cette façon de publier à tout bout de champ, ça favorise la désinformation. Aussi, la plupart des personnes qui utilisent ces réseaux sociaux-là n'ont pas une certaine éducation au numérique. On a tendance à dire qu'il fut un temps, tout ce qui se disait à la télé était vrai. Maintenant, tout ce que l'on reçoit sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Or, il faut avoir un petit recul lorsque nous recevons une information sur les réseaux sociaux. Même si nous n'avons pas les capacités de vérifier, on peut toujours développer cet esprit critique-là. Effectivement, il y a certains réseaux sociaux comme Facebook qui a mis en place des débuts de solutions pour lutter contre cette désinformation-là, notamment en collaborant avec des organisations de fact-checking pour lutter contre la désinformation, ou bien en imposant à certaines pages, aux pages de donner les informations sur leur transparence, par exemple, qui gère la page, où est domiciliée la personne qui gère la page, ou bien lorsqu'il y a une opération de publicité
qui est là, ou une publication est sponsorisée, accéder à la bibliothèque publicitaire de la page pour voir qui a payé cette publication-là. Ça, ce sont des initiatives des réseaux sociaux pour contrer la désinformation. Merci beaucoup, Jainaba. C'est vrai que Facebook, ce réseau social a pris cette initiative-là de permettre à certaines plateformes de vérifier les faits. Et donc, grâce à ça, par exemple, l'AFP ou d'autres médias arrivent justement à retrouver, par exemple, des informations qui sont publiées massivement euh, sur les réseaux sociaux et qui sont partagées des milliers, et même parfois, enfin, des milliers de fois, quoi. Par contre, j'ai aussi le sentiment que certains réseaux sociaux, ça ne les arrange pas forcément qu'il y ait toujours, une vérification des faits, puisque si on doit toujours vérifier tout ce qui est dit sur internet, il y a beaucoup de choses qui seront beaucoup moins partagées et le moins c'est partagé, le moins c'est diffusé et moins, le média aura de la visibilité. Donc il y a certes une volonté peut-être de filtrer, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, mais, cette initiative-là, elle n'est pas prise forcément par, tous les médias. Notamment avec, YouTube, enfin, c'est un peu difficile de pouvoir, filtrer, de voir si l'information elle est vraie ou elle est fausse. Mais voilà, À ce sujet, je peux ajouter juste quelques mots à ce sujet. oui, bien sûr. En fait, les plateformes numériques, ils n'ont pas le choix. Par exemple, pour ce qui est de Facebook, c'est parce que Facebook a été attaqué. L'affaire de Cambridge Analytica, c'est après cela que Facebook a pris ses devants. On a touché au portefeuille de Facebook. Vous voyez un peu, même si au sein même de ces collaborations, les organisations de fact-checking, ils demandent toujours à Facebook d'en faire plus parce que c'est bien de collaborer avec des organisations de fact-checking pour lutter contre la désinformation, mais c'est encore mieux aussi de faire suivre cette collaboration-là. Et ça, c'est revenu dernièrement lors du Global Fact à Sarajevo. Il y a quand même certaines organisations de fact-checking qui ont demandé à Facebook est-ce que effectivement cette collaboration elle est entre guillemets sincère, si je peux le dire comme ça. Est-ce que c'est C'est pas juste vrai. une collaboration pour dire que oui, je fais du fact-checking, mais Facebook, ça reste, mais on peut quand même applaudir la plateforme de faire quand même, d'avoir fait ça. Comme tu l'as si bien dit, YouTube, ils ont un programme de lutte contre la vérification des faits, mais c'est un programme qui est plus ou moins perplexe. Moi, je suis plus ou moins perplexe devant ce programme. Ils disent qu'ils travaillent avec des organisations pour lutter contre la désinformation, qu'ils peuvent réduire la viralité d'une vidéo. Ils peuvent supprimer une vidéo ou bien réduire sa viralité Mmh. et qui travaillent aussi avec des experts. Mais c'est juste que lorsque les publications ne respectent pas les règles de leur communauté. TikTok aussi, j'ai vu qu'ils travaillent en collaboration avec des organisations de lutte contre la désinformation. Mmh. Récemment, lors des élections européennes, ils ont travaillé avec des fact-checkers pour élaborer une campagne d'éducation aux médias et ainsi contrer la lutte contre la désinformation. Il y a quand même des initiatives qui sont là. Mais Mmh. comme le disent les experts, la désinformation est comme à des années-lumière face aux vérificateurs des faits. On se concentre sur un sujet sur la désinformation, d'autres sujets sont en train de naître. Et ça prend énormément de temps de travailler sur un sujet, le temps de le publier. Cette désinformation, la viralité, elle est accrue. Toi, ton article de vérification, elle n'aura pas cette même viralité-là. Mmh. Ouais. C'est vrai. Merci beaucoup, Dienaba. Qui propage beaucoup plus la désinformation, Sagaïdou? Est-ce que tu pourrais nous répondre à cette question? En ce qui concerne le continent, partant de la typologie des diffuseurs de fausses informations, d'abord, il y a des réseaux, entre guillemets, spécialisés dans la fabrique et la diffusion de fausses informations, surtout ces dernières années, notamment si on prend l'Afrique de l'Ouest qui est vraiment dans une période critique de son histoire avec le différent coup d'État, le bras de fer avec entre la CEDEAO, le Mali, le Burkina et le Niger, sans compter la Guinée.
il y a des réseaux qui sont là, qui sont alimentés par des tierces personnes connues ou moins connues, ou bien des personnes morales connues ou moins connues. Et ces dernières années, bon, moi, ce qui revient le plus souvent dans les publications des chercheurs qui travaillent sur la désinformation en Afrique, sur l'aspect, il pointe du doigt la Russie. Bon, personnellement, moi, je ne dirais pas que ça concerne seulement la Russie. Il y a le pays du Golfe, le Moyen-Orient, qui ont aussi des intérêts en Afrique, qui cherchent coûte que coûte, soit par leurs médias d'État ou par d'autres chaînes. Et surtout, ce qui amplifie cela, il y a les disparités sociales sur notre continent. Il y a le niveau d'instruction n'est pas assez élevé chez beaucoup. Et ensuite, vous prenez un jeune, par exemple, qui s'inscrit à l'université, il fait ses 5 ans, le master, et il fait sa soutenance, et puis il est là, il est coincé entre les 4 murs de sa chambre. Et il fait rien, et si quelqu'un vient lui proposer un tel service, bon. Tout à l'heure, Djinaba, tu avais parlé de nos parents, de nos aînés qui parfois, sans savoir, partagent des informations fausses ou trompeuses sur WhatsApp ou Facebook, sans avoir vérifié. Est-ce que c'est ce groupe-là, en termes de démographie, qui poste le plus de désinformation, ou est-ce que c'est difficile à estimer? C'est quand même très difficile à estimer parce que malheureusement, il y a peu d'études sur la désinformation en Afrique. Même si dernièrement, je sais que le sujet intéresse beaucoup d'organisations. Nous, on s'était plus focalisé à dire oui, on lutte contre la désinformation. On essaie de débunker les publications qui sont fausses sur les réseaux ou bien monitorer ce que disent les autorités et tout. Mais il y a très peu d'études pour voir qui sont les vrais acteurs de cette désinformation. Je sais que il n'y a pas longtemps, au début de l'année 2024, Africa Center for Strategic Studies a publié une étude sur l'état de la désinformation en Afrique. Et là, il y a des campagnes de désinformation qui sont quand même bien libellées, où on voit que c'est la Russie qui est derrière à travers son groupe Africa Corps. Il y a aussi des campagnes de désinformation qui sont menées par les pays du Moyen-Orient. Qui sont derrière ces personnes-là? C'est très difficile de le dire. Par exemple, au Sénégal, la seule étude sur qui peut répondre à cette question-là, c'est un sondage qui a été réalisé en 2022, si je ne m'abuse, qui a été réalisé par Afrobaromètre. Et les répondants ont dit que ceux qui publient, c'est les journalistes et les politiques qui publient le plus de la désinformation. Donc là, c'est l'avis du public qui ont répondu à ce message-là. Mais moi, personnellement, par rapport au travail que je fais dans la lutte contre la désinformation au Sénégal, je peux dire que les personnes qui font de cette désinformation sont assez diverses. Pour ce qui est de la tranche d'âge, comme tu l'as si bien expliqué, il ne faut pas faire l'amalgame entre faire de la désinformation et de la mésinformation. Je ne veux pas qu'on dise oui, c'est juste la désinformation, il y a la mésinformation. Il y a sur les réseaux sociaux, tout le monde fait de la mésinformation, si je peux dire comme ça, parce qu'on pense bien faire. Mais sur Internet, il y a des influenceurs, comme l'a cité tout à l'heure Bilal, des influenceurs qui sont payés pour faire, par exemple, la promotion d'un produit sur la base d'une publicité mensongère ou bien qui manipulent l'opinion. Il y a des personnes, lors des périodes électorales, qui sont payées pour troubler un peu le débat public en publiant énormément de trolls qui visent parfois telle ou telle politique. Ici au Sénégal, on a eu à voir ça.
lors de la période électorale ou lors des manifestations qui ont eu lieu après le report de l'élection présidentielle ou bien lors des manifestations de 2021. Il y a des personnes qui sont payées pour polluer le débat public et faire de la désinformation. Mais en gros, il est difficile de dire c'est telle tranche d'âge qui fait le plus de désinformation. Tout dépend du contexte, du thème sur cette désinformation-là. Peut-être qu'il faudrait des études plus poussées pour avoir des informations plus factuelles sur ça. Merci beaucoup, Jainaba. Et on va essayer de passer un peu à la partie sur les solutions, parce qu'on parle beaucoup de désinformation, de fake news, on dirait qu'il n'y aura pas de fin en fait. Mais Sagaïdou, est-ce que tu pourrais nous donner des noms de plateformes ou de médias ou d'acteurs? Ces dernières années, il y a beaucoup d'initiatives qui œuvrent dans la lutte contre les fausses informations. Et pratiquement, on peut trouver des initiatives très souvent des initiatives citoyennes, notamment si je prends par exemple le cas du Mali, pour la petite histoire, les premiers acteurs qui se sont investis dans le fact-checking, en grande partie, ce sont des blogueurs. Et via la plateforme Bembere et dans sa rubrique Bembere Vérif. Ensuite, il y a eu d'autres initiatives comme le Jalon qui a une rubrique dédiée à la vérification de faits, le Mali tchèque. Et il y a aussi la mission de l'ONU qui était là depuis 2013, mais qui est partie depuis le 31 décembre 2023 sur fond de tensions avec les nouvelles autorités, et qui avait dans leur radio Mikado une émission dédiée à cela, le vrai du faux. Et aujourd'hui, bon, si je prends particulièrement le cas du Mali, je constate une sorte d'amplification des initiatives dans ce sens et en grande partie dans le domaine de l'éducation aux médias et à l'information. Parce qu'il y a en début de nos échanges, Djenaba a rappelé un aspect, le fact-checking, c'est un travail vraiment complexe, pour ne pas dire compliqué. Et c'est pas tout le monde qui est prêt à s'y investir autant. Sur le plan régional, au niveau du continent, il y a Africa Tchèque qui est le plus connu et qui est l'un des premiers organismes de vérification sur le continent. Après, il y a AFP Factuel aussi qui travaille dans ce sens. Il y a également Code for Africa qui a une initiative qui est dédiée à ça. Bon, je sais pas, il me semble qu'il ne couvre pas tous les continents, mais il y a quand même au moins une dizaine de pays qu'il couvre. Et je reviens un peu, si on prend par pays, très généralement, on a des initiatives. Par exemple, quand on prend la Guinée, il y a une initiative très connue là-bas, Guinée tchèque. En RDC, il y a Bolobaki. Voilà. Mais je crois qu'il y a une plateforme annexe à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, ODIL, qui recense certaines initiatives. C'est pas toutes les initiatives parce qu'il y a certaines démarches de vérification. Les initiatives qui se sont inscrites sont accessibles déjà sur leur plateforme. Merci beaucoup, Sagaïdou. En tout cas, merci infiniment pour cette liste-là. Je pense que c'est important que nos auditeurs et même tout le monde puisse avoir accès à ces plateformes-là, à ces médias, parce que
On connaît parfois les noms des médias, mais on ne connaît pas forcément les noms des équipes ou des médias justement qui s'occupent de vérifier les faits. Merci aussi pour tout ce travail que vous faites parce que vous êtes des fact-checkers tous les deux, donc des vérificateurs pardon, des faits. Et donc grâce à vous, on peut avoir accès à la vérité ou au moins apprendre aussi parfois à savoir utiliser des outils pour démêler le vrai du faux. Alors malheureusement, on va devoir, s'arrêter là pour cet appel. On aurait voulu, continuer un peu plus pour, peut-être donner quelques astuces, mais on aura l'occasion de le faire un dimanche. Voilà, on vous donnera la date plus tard pour, répondre à quelques questions que vous avez peut-être, que vous pouvez toujours envoyer, soit par message, soit en commentaire. Avant de terminer, on va quand même vous donner une astuce de la semaine. Donc l'astuce que j'ai choisie pour que vous puissiez, démêler une information, c'est, la recherche d'images inversées. Donc c'est très simple, que vous ayez Google en application sur votre téléphone ou, sur votre ordinateur, vous pouvez prendre une image sur laquelle vous avez un doute et la glisser, sur, l'icône, «Rechercher par image». Et donc cette icône-là, vous la trouvez sur la barre de recherche de Google. Elle est tout à droite. Il y en a 2. Il y a un micro et il y a l'image de la caméra. Et grâce à ça, vous pourrez retrouver l'origine de l'image. Donc parfois, vous allez trouver une image, d'une manifestation ou d'un événement ou d'un avion, qui prend feu et vous voulez savoir si, le contexte donné par un internaute est vrai ou faux. Et donc grâce à la recherche par image, sur, Google et bien, vous pouvez retrouver l'origine, de l'image et peut-être trouver la date à laquelle, l'image a été publiée. J'espère avoir été assez claire. Voilà, donc c'est, sur la barre de recherche de Google, vous trouvez l'icône tout à droite, «Rechercher par image» et vous pouvez faire, la recherche d'image inversée pour trouver l'origine de cette image et savoir si elle, correspond au contexte donné par un internaute. Alors merci beaucoup à nos invités, à nos experts, Dieynaba Tiomban et Sagaïdou Bilal d'avoir participé à cet appel. C'est la fin de cet épisode et merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce premier numéro de Facto. Je rappelle que le podcast Facto est un des 7 projets sélectionnés par le jury de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, au moins 2 fois dans le mois, on va essayer de lutter contre la désinformation en faisant un épisode sur des sujets qu'on a pu vérifier, des affirmations qui étaient parfois fausses ou trompeuses pour vous expliquer ce à quoi ressemble le journalisme en fact-checking. Et donc, vous pourrez retrouver individuellement chaque épisode sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter surtout parce qu'on fait les lives sur SpaceX, mais aussi YouTube. Donc, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc tous les réseaux sociaux de Tamamadia. N'hésitez pas à suivre également le journaliste Sagaïdou Bilal et Dieynaba également. Et on se retrouve dimanche. On vous donnera les dates prochainement, mais on se retrouve dimanche. Et en attendant, on continue de lutter contre les fake news. Donc merci beaucoup pour tout et passez une très bonne soirée. Merci et belle soirée. Merci Zainaba, merci Cynthia, merci à tout le monde, aux auditeurs. Juste un dernier point, c'est un projet de jumelage avec la Voix de Mopti qui est basée au Mali et c'est Canal Média qui est basé au Sénégal. C'est dans ce cadre-là que ces podcasts sont en live, sont produits. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup Sagaïdou pour la précision. Merci, bonne soirée à vous.